Bienvenue sur RCA Channel, la chaîne podcast de Roger Constantin. Aujourd'hui au sommaire, la présentation du roman en phase d'écriture. Un jour trop tôt, puis vous aurez droit à un extrait du roman 5 ans de plus ou 5 ans de moins et nous terminerons ensuite la chanson « Le secret des confidences » inspirée du même roman. Un jour trop tôt. Résumé. Quand l'information arrive avant le monde. De retour à Comblain-la-Tour après une mission scientifique aux Philippines, Cédric Sparmont, professeur en climatologie à l'Université de Liège, est frappé par une anomalie déroutante. Ses appareils électroniques affichent tous la date du lendemain. D'abord convaincu d'un simple décalage horaire, il comprend rapidement que le phénomène est plus grave lorsqu'il voit, à la télévision puis dans la presse écrite, des images d'une explosion au port d'Anvers. Alors que l'événement n'a pas encore eu lieu. Au Sar-Tillman, ces modèles météorologiques confirment l'impensable. Une cellule atmosphérique violente apparaît sur ses écrans avec 24 heures d'avance, invisible pour ses collègues et absente des radars officiels. Incapable d'expliquer ce qu'il voit sans passer pour un fou, Cédric tente d'agir discrètement. En invoquant des arguments purement techniques, il parvient à faire déclencher une alerte préventive minimale. Lorsque son assistant Marc observe à son tour la montée soudaine de la cellule en fin d'après-midi, la certitude s'impose, Cédric ne délire pas. Il perçoit l'information avant qu'elle n'existe. L'alerte permet de limiter les dégâts à Anvers et d'éviter une catastrophe majeure. Mais ce succès n'apporte aucun soulagement. Très vite, le phénomène s'étend. Quelques semaines plus tard, Cédric reçoit un message de Marc, daté du lendemain, affirmant qu'il est sain et sauf. Au même moment, les écrans annoncent le crash d'un avion au décollage de l'aéroport de Charleroi. Cédric comprend qu'il assiste, une fois encore, à un drame avec 24 heures d'avance. Cette fois, il ne peut plus se contenter d'observer. Avec l'aide de Claire, son épouse et ancienne volcanologue, il tente d'intervenir sans révéler son secret. Mais ses interventions attirent l'attention. Journalistes, autorités et services de sécurité commencent à s'intéresser de près à ce centre de recherche capable de « voir trop tôt ». Cédric comprend alors que son don n'est pas seulement une malédiction personnelle, il est devenu une variable dans l'équilibre du monde, un homme coincé un jour en avance sur le temps. Et désormais dans la ligne de mire de l'État. En quittant l'autoroute, juste avant l'entrée du tunnel de Cointe, la Mercedes noire bifurqua également à droite. Un pincement me serra la gorge. Pendant quelques instants, je la perdis de vue parmi plusieurs véhicules qui étaient derrière. Était-elle toujours là? Peut-être avait-elle pris une autre direction. Je serrai un peu plus le volant, mais ce fut en vain car de toute façon, il connaissait parfaitement mon adresse. Une lettre glissée dans ma boîte aux lettres l'avait prouvé quelques jours plus tôt. S'il voulait me retrouver, il savait exactement où chercher. Valérie, sur le siège passager, ne disait rien. Mais son silence, tendu, en disait long. En arrivant dans le hall de mon immeuble, un frisson me parcourut. Quelque chose n'allait pas. Je ralentis et Valérie était sur mes talons et accrochée à ma chemise en la pinçant avec les doigts de sa main gauche. « Stéphane, qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle, anxieuse. Je lui fis signe de se taire. La porte de mon appartement portait les traces d'une effraction discrète. Il y avait un éclat léger autour de la serrure. « Merde !» soufflai-je. Je poussai la porte doucement mais rien ne semblait bouger à l'intérieur. Je jetai un coup d'œil furtif dans les chambres depuis le hall sans rien remarquer d'anormal, mon chat étant même couché sur mon lit. En pénétrant dans le living, celui-ci paraissait intact. Mais en m'avançant vers mon coin bureau, installé dans l'angle de la pièce, le désordre me sauta aux yeux. Certains tiroirs étaient ouverts, les papiers éparpillés, les dossiers retournés, ils avaient tout fouillé. Ils cherchaient quelque chose, souffla Valérie en s'approchant. Ton dossier, répondis-je, le cœur battant. Je me précipitai vers le tiroir où je l'avais rangé. Merde, le tiroir est vide, dis-je en marmonnant. Et puis, soudain, le souvenir me frappa. Quel imbécile je suis, lâchai-je, furieux contre moi-même. Je l'avais pris avec moi pour aller chez Manon. Et maintenant, je l'ai oublié dans le coffre de la voiture. Un soupir d'un soulagement mêlé de tension m'échappa. Il est en sécurité, non ? Me demanda Valérie en posant une main sur son front, tentant de se calmer. De toute façon, tant mieux. Comme cela, ils sont repartis bredouille. Eux savaient que cet incident était un avertissement et que c'était un signe que nous étions désormais en première ligne. Valérie me regarda, interrogative, les yeux agrandis par l'inquiétude. Il vaut mieux aller le récupérer tout de suite, dis-je à Valérie d'une voix basse mais pressée. Tu crois qu'il pourrait s'en prendre à ta voiture ? demanda-t-elle, le visage blême. Je ne veux pas prendre le risque Val, répondis-je en attrapant mes clés que j'avais déposées sur la table en entrant. Sans perdre de temps, nous redescendîmes les escaliers, l'angoisse nouant un peu plus nos gestes à chaque marche. Dans le parking souterrain,
le silence pesait, seulement troublé par l'écho lointain de nos pas. Ma voiture était toujours là et elle semblait intacte. Je déverrouillai la voiture d'une pression nerveuse sur la clé. Le petit claquement sec du mécanisme résonna étrangement dans le silence épais du sous-sol. J'ouvris rapidement le coffre et la farde était toujours là, camouflée sous la couverture grise. Un soupir de soulagement m'échappa. Je la saisis et la glissai sous mon bras. On remonte, murmurai-je à Valérie. Alors que je refermais le coffre, un claquement sec retentit derrière car une portière de voiture venait de se refermer. L'écho des pas remplissait l'espace, comme un compte à rebours invisible. Je fis un pas en avant, prêt à intercepter quiconque s'approcherait. Notre vue était contrariée à cause d'un néon vacillant au-dessus de nous, projetant des ombres mouvantes. La silhouette finit par émerger, c'était un jeune homme en short de football, un sac battant contre sa cuisse. Légèrement essoufflé, il ralentit en nous voyant. « Bonsoir », lança-t-il en esquissant un sourire gêné. Je reconnus Thomas, le fils de mes voisins du 5e. Match à 18h30. Je suis carrément en retard, ajouta-t-il en montrant son sac. Et après un court arrêt, il ajouta, une troisième mi-temps un peu longue, dit-il en ouvrant la porte de l'ascenseur. Je répondis d'un signe de la tête, incapable de parler tout de suite. La tension se dénoua enfin dans tout mon corps. Quant à Valérie, elle me lança un regard à la fois amusé et soulagé. Nous remontâmes d'une manière précipitée dans l'appartement, la farde précieuse bien serrée. De retour dans le living, Valérie se laissa tomber dans le canapé, visiblement éprouvée par cette soirée pleine de tension. Avant de m'asseoir, je me dirigeai vers le meuble-bar. « Tu veux boire quelque chose pour nous remettre de nos émotions ?» lui proposai-je en sortant une bouteille de rhum tenduet que Manon m'avait rapportée des Philippines. « Volontiers, répondit-elle avec un sourire fatigué. Je lui montrai la bouteille. « Tu le veux sec, ou en Manila libre ?» Elle haussa un sourcil, intriguée. « C'est quoi, Manila libre ?» Une version philippine du Cuba libre, expliquai-je en souriant. Rhum, citron vert, un peu de cola. Certes, plus exotique, mais tout aussi traître. Allez, surprends-moi, murmura-t-elle. Je partis rapidement chercher quelques glaçons dans la cuisine. Le bruit sec des cubes tombant dans le seau à glace brisa un instant le silence pesant de l'appartement. De retour dans le living, je déposai quelques glaçons au fond de 2 verres, versai le rhum, ajoutai un trait de jus de citron puis complétai avec un peu de cola. Nos doigts se frôlèrent brièvement en lui tendant son verre. Je m'assis en face d'elle, alors que la nuit enveloppait doucement l'appartement dans une ambiance presque irréelle. Le silence, trop lourd, pesait sur nous. Pour alléger l'atmosphère, je me levai et mis un peu de musique, un piano de jazz feutré et doux, comme celui que l'on entend dans certains restaurants. Les premières notes caressèrent l'air, donnant soudain au living un parfum d'intimité tamisé. Valérie esquissa un sourire et leva légèrement son verre en ma direction. « À quoi on trinque ?» demanda-t-elle, sa voix plus légère. Je haussai les épaules avec un sourire en coin. « À notre survie, et à la vérité », répondis-je. Nos verres s'entrechoquèrent doucement dans un tintement discret. Ce roman est disponible sur www.rogerconstantin.com ou en ligne sur Amazon, Fnac, Cultura, Furet du Nord. Ou sur commande en librairie. Dans la nuit, les secrets murmurent. Stéphane regarde son monde chavirer. Valérie arrive, un passé qui expire. Des mots ambigus, un jeu à jouer. Elle cache des ombres derrière son sourire. Chaque phrase prononcée, un mystère à percer. Amour et tromperie, un fil à tisser. Sous les étoiles, ils se sentent emprisonnés. Le temps des confidences, entre rêve et mensonge. Stéphane perdu dans ce tourbillon étrange. Julie complice, mais Valérie l'intrigue. Au cœur d'un drame, il cherche des réponses. Les jours passent, les révélations s'annoncent, un soupçon de danger, la tension qui monte, un complot s'étend, des ombres en silence, au cœur de Paris où la vérité se contente. Les Vosges l'appellent.
il sait qu'il doit faire un choix entre l'amour et la trahison. Dans ce monde fébrile, il trouve sa raison. Les nuits se allongent avec le poids des doutes. Stéphane déchire les voiles, les accolades sont floues, la vérité rate dans un mystère sans fin. Une mélodie douce où il cherche son chemin. Les murmures persistent, des rires dans la brume. Valérie ou Julie, ils chantonnent dans l'infime. Le temps des confidences.